Bonjour et bienvenue à cette session de notre Tech Lab sur la sécurisation d'Office 365 en adoptant une approche Zero Trust. Donc voilà, c'est une démo qu'on a pu montrer durant les assises de la sécurité 2022. Et donc je me propose de vous la représenter sur cette vidéo YouTube. Je vais commencer par une courte introduction sur euh, courte présentation, on va dire, de moi et de la société Newload. Donc, moi, je suis Yann Bruno, je suis directeur solution chez Newload. Newload, pour faire très rapide, c'est un intégrateur cybersécurité qui a également une activité importante en termes de service managé. Et comme tout intégrateur cyber, on a des activités qui vont de la veille technologique à la fourniture et la mise en place, l'intégration d'équipements de sécurité, jusqu'à la partie voilà, transfert de compétences et surtout service support et service manager. En termes d'activité, on s'étend sur cinq piliers, donc la visibilité performance, la partie protection des endpoints, l'infrastructure, la partie cloud et compliance, et puis une partie peut-être un peu spécifique sur laquelle on a un vrai différenciant, qui est la partie automatisation et orchestration, avec notamment la capacité, en tout cas des fortes compétences DevOps chez nous qui nous permettent d'aller jouer, on va dire, avec les API des constructeurs pour pouvoir adapter les solutions plus proches des besoins du client. Alors, si on parle un peu de notre sujet sur la sécurisation d'Office 365 en adaptant une approche Zero Trust, on va traiter ce cas d'usage en fait avec un petit peu d'outillage. Donc, on verra l'outillage, on détaillera l'outillage plus tard, mais vous voyez déjà le nom de ForcePoint et Docta qui sont donc les éditeurs voilà, des solutions qu'on a pu utiliser pour mettre en place ce cas d'usage. Si je reviens un petit peu déjà rapidement sur la partie Zero Trust. Donc la partie Zero Trust, le concept de Zero Trust, c'est un concept qui a été théorisé, on va dire, par le cabinet Forrester, et dont là vous voyez une représentation qui a été faite par le CISA. Donc, le CISA, c'est l'équivalent américain de l'ANSI. Et ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est qu'on voit bien en fait qu'il y a 5 piliers en fait qui vont soutenir cette, cette, ce concept de Zero Trust. Donc ces 5 piliers, c'est l'identité, donc la sécurité de l'identité, la sécurité des devices, toute la partie réseau environnement, la partie workload, donc vraiment la partie serveur, celle qui va traiter l'information, et puis la partie données. Et puis en transverse, on va retrouver toute la partie visibilité, automation et gouvernance. Si on rappelle un peu quand même le principe Zero Trust, c'est toujours de vérifier de manière explicite à utiliser systématiquement le principe du moindre privilège, et puis à partir du principe qu'on est toujours vulnérable et qu'on est toujours sous attaque et voilà, sujet à une intrusion. Dans notre cas d'usage, pour appliquer en fait ce principe de Zero Trust à Office 365, comme je le disais, on va utiliser un certain type d'outillage. Et le premier outil qu'on va utiliser, c'est voilà, l'outil d'IAM de la société Okta, qui va venir en fait répondre à un certain type de protection, notamment sur la partie identité, donc toute la gestion de l'identité, mais également sur la partie reconnaissance de la partie device. Donc ça va être important dans le cas d'usage. Ensuite, on utilise un deuxième outil qui s'appelle ForcePoint One, donc qui est un outil qui est édité par la société ForcePoint, et qui va venir nous aider dans notre cas d'usage, là aussi sur la partie reconnaissance et sécurité du device, mais également sur la partie réseau, donc accès, on va dire, à l'application, donc comment je vais sécuriser l'accès à Office 365 au-delà de l'identité. Et puis surtout sur la partie données, donc comment je vais sécuriser l'accès vraiment aux données qui vont être contenues dans cette application cloud. Donc là, si on regarde, on voit qu'il y a qui va manquer en fait pour compléter, on va dire, notre picture Zero Trust, il va nous manquer quelque chose pour protéger toute la partie workload. Mais en réalité, quand on réfléchit un petit peu, la partie workload n'est pas vraiment un sujet dans le cas d'Office 365, tout simplement parce que c'est une application SaaS et que le workload se trouve mécaniquement chez l'éditeur, donc chez Microsoft, et c'est Microsoft aujourd'hui qui a la charge de sécuriser le workload.
Dernier petit point, c'est que sur la partie device, on a et Okta et Forcepoint One qui apportent des choses en termes de reconnaissance, d'identité, de gestion de compliance du device, mais il n'y a rien qui est vraiment là pour gérer la partie sécurité. Donc effectivement, voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir besoin de rajouter des sécurités complémentaires sur tous les piliers, on va dire, mais potentiellement sur la partie device, un EDR, type Sentinel-One en l'occurrence, serait pas de trop du tout. Alors si on détaille un petit peu les deux types d'outils qu'on utilise, le premier c'est donc Okta. Okta, c'est une plateforme d'identity as a service qui recoupe, qui comprend un certain nombre de briques fonctionnelles. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal dans l'offre. Là, en l'occurrence, on ne va pas s'attarder sur l'ensemble. L'idée, ça ne va pas être de détailler toutes, mais au moins les principales, celles qui vont vraiment être utiles dans notre cas d'usage. On va commencer par, on va pas commencer par la première, en l'occurrence, on va commencer par une de celles qui est au milieu, qui s'appelle l'Universal Directory. Universal Directory, c'est un petit peu le cœur du produit chez Okta, c'est un méta-annuaire. Le principe du méta-annuaire, c'est d'avoir un annuaire centralisé qui va venir être le référentiel d'identité complet et global du SI. L'idée, c'est que cet annuaire se nourrisse en fait de l'ensemble des identités qui vont pouvoir être réparties dans d'autres référentiels au sein du SI. Donc, on va pouvoir remonter des identités, synchroniser des identités qui se trouvent dans un ou plusieurs Active Directory, de l'Azure AD aussi, bien sûr, des annuaires LDAP éventuellement qui peuvent se trouver dans le SI, mais également des identités qu'on va pouvoir retrouver dans diverses suites cloud, comme par exemple du Google Workspace, voilà, du Salesforce ou ce genre d'application. Donc c'est assez large et l'idée c'est de concentrer tout ça, d'uniformiser et de réconcilier potentiellement s'il y a besoin de réconcilier certaines identités et puis d'avoir un référentiel unique. Une fois que ce référentiel est constitué, évidemment on peut avoir le mécanisme inverse, c'est-à-dire aller peupler d'autres bases, redéverser dans d'autres bases d'identité tout ou partie de ce qu'on va avoir comme identité à l'intérieur de l'Universal Directory. En complément de cette brique Universal Directory, donc là c'est forcément des briques qui vont nous intéresser en termes de sécurité, les deux premières, donc la partie Single Sign-On et la partie MFA, donc la partie Single Sign-On qui va nous permettre d'avoir une expérience utilisateur simplifiée, dans le sens où on va avoir une authentification unique pour accéder à de multiples applications. Et puis la partie MFA, et donc la partie authentification multifacteur, qui est en plus une authentification multifacteur contextualisée, on verra dans le slide après, mais qui va vraiment tenir compte du contexte. Et donc là, évidemment, l'authentification multifacteur, c'est l'idée d'avoir plusieurs facteurs d'authentification voilà, parmi les trois grandes familles, c'est-à-dire le facteur que l'on connaît, le facteur que l'on possède et le facteur que l'on est, en l'occurrence pour la biométrie. Et puis la dernière brique qui nous semble important dans notre cas d'usage, c'est la partie Lifecycle Management. La partie Lifecycle Management, c'est une brique qui permet d'automatiser en fait tous les process d'onboarding, de gestion de vie pendant la vie de l'identité, donc de l'utilisateur au sein de l'entreprise et au sein du SI. Et puis toute la notion d'offboarding. On va vraiment faire de la création de workflow qui va permettre d'avoir des actions automatisées comme l'attribution de licences au moment de la création d'utilisateur, la suppression ou la libération des licences au moment de la suppression ou de la suspension d'une identité au sein du SI, et ce à travers de multiples applications. À noter également que Okta est tout à fait capable d'être branché directement sur un logiciel de gestion RH et de déclencher du workflow directement depuis ce logiciel. Ça, c'est aussi pratique. Ça permet d'automatiser une grosse partie de la gestion des utilisateurs. Et autour de l'ensemble de ces briques, en fait, voilà, il y a tout un écosystème au niveau d'Okta, et notamment l'Okta Integration Network qui va contenir un très grand nombre d'applications, de connecteurs applicatifs déjà pré-fournis, préfabriqués, qui vont rendre le déploiement beaucoup plus simple et qui permet d'avoir une compatibilité très élevée. Si on revient un petit peu sur les notions de MFA et de multifacteurs qui va tenir du contexte, en fait, quand on a une authentification classique, on a déjà de facto un certain type de contexte. Le contexte, c'est le contexte de l'utilisateur, c'est-à-dire qui il est, à quel groupe il appartient, et donc potentiellement quels vont être ses accès.
mais également un contexte applicatif, justement, c'est-à-dire quelle est l'application, en tout cas, ou la donnée, enfin peu importe, à laquelle il va essayer d'accéder. Ça donne un contexte de base dans un process de décision de mécanisme d'authentification. Okta, à travers en fait, son mécanisme d'adaptive MFA, va permettre de tenir compte d'un contexte plus large, et donc va aller chercher d'autres informations. Première information que Okta va aller chercher, c'est la partie contexte réseau. C'est-à-dire quelle est... voilà, essayer d'identifier l'adresse IP par laquelle va arriver cette connexion. Cette adresse IP, ça peut être une adresse IP qui est connue et enregistrée chez Okta. Typiquement, ça peut être l'adresse IP ou les adresses IP des bureaux de l'entreprise. Ça peut être une adresse IP que Okta n'a pas d'enregistrée, mais qu'elle voit, que Okta voit régulièrement. Donc, typiquement, un utilisateur qui travaille depuis chez lui, qui potentiellement arrive souvent ou toujours avec la même adresse IP, bah, Okta va le voir une, deux, trois fois, etc. et va comprendre en fait que cette adresse IP fait partie des usages, on va dire, en tout cas quelque chose de normal en termes de régularité. Et puis pourquoi pas, dernier cas, ça peut être une IP qui est complètement nouvelle, qu'on ne voit jamais. Et donc là aussi, c'est une information qui va nous intéresser en termes de contexte. Deuxième élément de contexte, c'est évidemment la partie device. Est-ce que le device avec lequel l'utilisateur vient s'authentifier est un device qui fait partie de l'entreprise, qui est un device corporate, et si ce n'est pas un device corporate, est-ce que c'est un device que j'ai déjà vu, ou est-ce que c'est la première fois que je vois ce device? Ça, c'est un élément de contexte intéressant. Et puis, dernier élément de contexte qui va nous intéresser, c'est la partie géographie, c'est-à-dire d'où viennent les adresses IP, d'où viennent les connexions. Est-ce que c'est quelque chose, là aussi, si je suis une entreprise franco-française qui travaille uniquement en France, quand j'ai un utilisateur qui vient se connecter et qui arrive depuis la France, c'est peut-être tout à fait normal. Par contre, si j'ai un utilisateur qui arrive depuis le Brésil, c'est potentiellement normal, mais en tout cas, voilà, le fait qu'il n'arrive pas d'un endroit qui est classiquement l'endroit de la connexion est un élément qui, moi aussi, va m'intéresser dans le contexte. Et en fait, avec l'ensemble de ces éléments de contexte, je vais pouvoir apporter une réponse contextualisée qui va me permettre de définir la manière dont je vais challenger l'utilisateur en termes d'authentification. Ou proposer un second facteur ou d'autres types de facteurs, ce genre de choses. L'idée derrière tout ça, c'est de faire en sorte que la bonne personne avec le bon niveau d'accès ait accès aux bonnes ressources dans le bon contexte, et un contexte qui va être continuellement vérifié, tout en essayant de garantir, en tout cas de limiter la friction utilisateur, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que l'utilisateur ne soit le moins impacté possible en termes d'expérience par ces mécanismes d'authentification. Donc ça, c'est pour l'identité. Deuxième brique, deuxième outil qu'on va utiliser, c'est l'outil Forcepoint One. Donc là, l'outil Forcepoint One, c'est un outil qui est un outil assez complet en termes de SSE, voire même de SASI. Donc voilà, Secure Service Edge. Mais dans notre contexte, dans notre cas d'usage, en l'occurrence, on va plutôt l'utiliser sur la brique, on va plutôt utiliser la brique CASB, donc le Cloud Access Security Broker. Donc c'est vraiment cette brique qui va venir sécuriser les applications cloud, les applications SaaS. Et là, en l'occurrence, évidemment, adapté à notre cas d'usage sur Office 365. Cette brique CASB chez Forcepoint One, elle permet plusieurs types de protection, donc du temps réel ou de l'out of band. On va le voir après sur les méthodologies qui permettent de sécuriser en fait la donnée. La donnée va être sécurisée de plusieurs manières. Donc, toute la partie Advanced Threat Protection, donc l'idée c'est de valider qu'il n'y a pas de données malveillantes ou de malware quelconque en fait, qui transite sur les applications cloud, et puis toute la partie DLP, donc toute la partie gestion de la donnée, gestion de la criticité de la donnée et de l'accès à la donnée pour éviter la fuite ou le vol de données. En termes de typologie, de méthodologie d'accès, il y a plusieurs méthodologies. La première, on va dire que c'est plutôt réservé aux devices qui sont des devices managés, sur lesquels on va pouvoir installer un agent, donc l'agent en l'occurrence Forcepoint One. Voilà, et cet agent, en fait, va s'occuper directement sur le poste de gérer le trafic. On va avoir la capacité d'identifier le poste et donc de lui donner un accès direct en fait à l'application parce que le flux va être traité directement par cet agent par un mécanisme qu'on appelle le forward proxy. Deuxième type d'accès en fait à l'applicatif, ça va être l'accès venant des périphériques BYOD. Et dans ces cas-là, on va utiliser une autre méthodologie, donc de l'agentless. Pour ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle le reverse proxy. Donc là, l'idée, c'est que
comme on ne peut pas sécuriser le flux ou reconnaître le device directement au niveau du poste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer le flux à transiter vers les data centers de Forcepoint One pour effectuer les différents contrôles de sécurité dont on vient de parler. Et troisième méthodologie, c'est ce qu'on appelle la partie API. Donc là, on n'est pas sur de la donnée en mouvement. Donc les deux premières méthodes étaient sur de la donnée en mouvement. C'est au moment de l'utilisation, on va dire, de l'application par les utilisateurs. La troisième méthodologie, c'est comment est-ce que je vais analyser la donnée qui est au repos, c'est-à-dire la donnée qui est déjà sur le cloud, sur le tenant Office 365. Et pour ce faire, on utilise une autre méthode qui est la méthode API. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment l'application Forcepoint One dans le cloud qui vient se connecter sur le tenant Office 365 via des calls API pour faire ses analyses. Donc là, c'est vraiment de la donnée au repos. Voilà, donc tout ça résumé un petit peu sur un slide avec les différents types de protection et de fonctionnalités qu'offre le produit. Donc toute la partie data protection, on vient de le dire, le DLP, le chiffrement de fichiers, qui permet aussi de chiffrer les fichiers directement dans le cloud, le contrôle d'accès contextualisé là aussi, toute la partie threat protection avec protection anti-malware, 0-day, etc. La partie identité voilà, il y a un volet aussi de protection de l'identité, on va dire, au niveau de Forcepoint One, mais dans notre cas d'usage, on utilise Okta, on ira beaucoup plus loin avec Okta. Et puis la partie visibilité qui est quand même, comme on l'avait vu sur la représentation du CISA du Forrester, du Zero Trust, qui est aussi quelque chose d'important dans la vision Zero Trust. Okay. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la démo. Alors, je vais d'abord détailler un petit peu mon cas d'usage, le cas d'usage de ma démo. Donc, premier cas d'usage, on va avoir une utilisatrice qui est au bureau, donc dans mon entreprise, et qui va avoir besoin, qui va vouloir accéder en fait simplement à Office 365 sur n'importe quel type d'application. Donc là, en l'occurrence, on va faire un peu de Teams, on va faire de la messagerie et on va faire du OneDrive. Et pour ce faire, cette utilisatrice, elle va se connecter à Office 365. Ce qu'elle ne sait pas, cette utilisatrice, c'est qu'auparavant, on a évidemment paramétré l'ESI comme il faut. Et pour ce faire, on a connecté en fait notre Office 365 avec Okta par ce qu'on appelle la fédération d'identité. On a établi une relation de fédération qui nous permet de dire que les identités d'Office 365 sont gérées dans Okta. Autre relation qu'on a pu mettre en place, c'est tout ce qui est la partie API auto-provisioning. Donc là, l'idée, c'est, comme je vous parlais tout à l'heure du lifecycle management, c'est de déléguer à Okta en fait, les mécanismes de provisioning automatisé des utilisateurs dans Office 365. Donc, je crée mon utilisateur dans Okta, je le mets dans le bon groupe, et automatiquement, ça va créer l'utilisateur, lui attribuer les bonnes licences, etc. au niveau de mon Office 365. Dernière chose qu'on a mis en place, c'est un mécanisme Scheme qui permet surtout de synchroniser en fait, les notions d'utilisateur et de groupe en fait, entre Okta et Forcepoint One. L'idée étant de transmettre l'information, ce type d'information à Forcepoint One, qui va pouvoir utiliser du coup les notions de groupe au niveau des règles qu'on va pouvoir appliquer au niveau de la politique d'accès et de la politique de sécurité. Donc si je reprends mon utilisatrice, elle va vouloir accéder à Office 365. La première chose que va faire Office, c'est la renvoyer vers Okta pour s'authentifier. D'accord ? Première chose, je vais m'authentifier sur Okta. Okta, comme on disait tout à l'heure, va tenir compte du contexte de connexion de cette utilisatrice. Donc, il va évaluer le contexte. Et quand il va évaluer le contexte de cette utilisatrice, il va trouver plusieurs choses. Un, il va trouver que c'est un poste qui est un poste maîtrisé, c'est un poste corporate, enregistré, qui va être là, en l'occurrence, dans le bon contexte, en plus, enfin, en tout cas, dans la bonne posture de sécurité. Et sur ce poste, il va voir, c'est comme ça notamment qu'il va voir que le poste est enregistré, qu'il y a un agent qui s'appelle Okta Verify, qui lui va faire un certain nombre de vérifications sur le poste et qui va voir que le poste est enregistré dans iTunes, qu'il y a un certificat corporate, etc. Et donc, il va indiquer que le poste est corporate. De plus, on évalue sur la partie adresse IP que l'utilisatrice arrive depuis une adresse IP qui est connue comme étant une adresse IP corporate, donc vraiment elle est dans les locaux de l'entreprise. Donc elle est vraiment, on va dire, dans le contexte idéal de connexion en termes d'évaluation. Donc on va la challenger, mais on va la challenger de manière assez light, on va dire, pour établir son authentification. Et pour ce faire, on va utiliser des choses qu'on voit de plus en plus. On va faire ce qu'on appelle du passwordless. Donc on va simplement lui demander d'authentifier avec un facteur de possession et pas nécessairement un facteur de connaissance. Une fois qu'on va avoir établi ça, l'utilisatrice, elle a également un agent Forcepoint One installé sur le poste qui va effectuer
différents mécanismes de sécurité liés à ce qu'on va pouvoir avoir mis dans nos politiques de sécurité d'accès à Office 365. Donc, cet agent, sa politique, il va la tirer en fait du cloud Force.one. Donc, il va synchroniser l'agent, il va aller chercher en fait les politiques sur Force.one et implémenter localement en fait les mécanismes de sécurité. Quand mon utilisatrice va accéder en fait à l'applicatif, à son application Office 365, l'agent local sur le poste va mettre en place, activer ces différentes règles. Donc les règles qui vont encore une fois être des règles de vérification anti-malware, de vérification notamment sur la partie DLP. Donc ensuite, elle peut consommer son application, enfin, ses applications, ses données. Voilà. Dernier point, donc, qui est plutôt quelque chose qui se passe en background, vous en parlez tout à l'heure, c'est toute la partie API sur la donnée au repos. Donc j'ai également synchronisé en fait mon cloud Force.one avec Office 365, donc un connecteur API qui permet d'aller scanner de manière régulière en fait les données qui sont stockées dans Office 365 et d'appliquer là aussi un certain nombre de règles de sécurité sur les données déjà stockées. Donc là, on n'est pas sur les données que l'utilisatrice manipule, mais vraiment sur les données qui sont au repos et qui sont déjà stockées. Si je reprends un peu voilà, ce cas d'usage, mais avec un utilisateur qui est un petit peu différent. Mon utilisateur, là, pour le coup, il n'est pas dans les locaux, il est en vacances. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un utilisateur qui est dans les mêmes groupes, voilà, qui a le même rôle, qui a la même fonction que mon utilisatrice précédente, mais qui lui, est voilà, en vacances, en l'occurrence. Donc là, la même chose. Il essaye d'accéder à Office 365. Première chose qu'on va lui demander, c'est de s'authentifier sur Okta. Okta va évaluer encore une fois le contexte de connexion, et là, on va se rendre compte que, le poste n'est pas un poste maîtrisé, il n'y a pas d'agent, donc je ne connais pas ce poste. Et deux, en plus, qu'on arrive d'une adresse IP qui n'est pas une adresse IP connue, qui n'est pas une adresse IP habituelle. En l'occurrence, il est de l'autre côté de la Terre, il est en vacances, mais pourtant, il a quand même besoin d'accéder à sa messagerie. Et donc là, en l'occurrence, on va peut-être être un petit peu plus regardant sur la manière dont l'utilisateur va s'authentifier. On va lui faire une vraie authentification multifacteur, on va lui demander son mot de passe, donc un nom d'utilisateur mot de passe classique, et en plus de ça, on va lui demander un multifacteur de possession. Et là, en l'occurrence, on peut lui laisser ou pas le choix. Donc là, ça va dépendre de la configuration qu'on va mettre en place. Moi, dans mon exemple ici, je lui ai laissé le choix entre plusieurs types de second facteurs. Un second facteur de type Okta Verify qui potentiellement va avoir sur un terminal mobile qu'il va avoir avec lui, soit là, vous voyez une clé FIDO. Donc la capacité aussi de s'authentifier avec un token matériel. Une fois que l'utilisateur va être authentifié, il va tenter d'accéder en fait à Office 365 et dans ce cas-là, en fait, il ne va pas y avoir d'accès direct. L'idée, c'est que pour mettre en place et pour effectuer les différents contrôles de sécurité qu'on a besoin de faire vers Office 365, on va forcer la redirection de l'utilisateur vers le cloud Force.one. Et au moment où l'utilisateur va traverser ce cloud Force.one, on va faire ses analyses avant de donner l'accès directement aux applicatifs. Donc, ce que je vous propose, c'est que on regarde ce cas d'usage, on le déroule ensemble. On va commencer par l'environnement, mon utilisatrice qui est sur mon environnement maîtrisé. Donc là, en l'occurrence, je vais représenter ça sous forme d'une VM qui est stockée dans un cloud, qui tourne dans un cloud. Et donc là, voilà, typiquement l'environnement de travail de mon utilisatrice qui est à son bureau et qui, en l'occurrence, est dans ses locaux. Donc là, on voit déjà, rapidement, on peut voir qu'en bas à droite, dans les barres de tâches, ici, vous avez l'agent Force.one qui tourne en background, et qui indique effectivement le poste possède l'agent, et puis vous avez l'agent Okta également. Voilà, donc mon utilisatrice, première chose qu'on peut voir déjà, c'est que elle est connectée, elle a accès à ces différents outils, là en l'occurrence Office 365, et donc là par exemple elle a son Teams qui est tout à fait lancé. Alors après elle est un petit peu comme moi, elle n'aime pas trop les clients lourds Microsoft, donc elle veut accéder potentiellement à sa messagerie, voire à certains types de fichiers, et pour ce faire elle va passer par un navigateur. Je préfère les clients légers, donc je vais aller me connecter. Donc là en l'occurrence j'ouvre mon navigateur, j'ai plus de cookies, j'efface les cookies à chaque fois que je ferme le navigateur, en l'occurrence, notamment pour la démo. Donc là, on reforce une connexion. Je vais demander effectivement à me connecter sur mon cloud Office 365. On va me demander mon identité, je vais la donner. Et là, en fait, à partir du domaine, Microsoft va savoir que le domaine a été fédéré et il va me renvoyer en fait vers l'IDP, donc la source d'identité, pour que je fasse mon authentification. Et là, donc, j'arrive bien sur Okta. Là, en l'occurrence, on voit
voit que j'ai été reconnu, mais surtout, on va utiliser une méthodologie, puisque je suis dans un contexte idéal, on va pouvoir avoir l'opportunité d'utiliser du passwordless. Et donc, simplement, je vais demander à activer, à être challengé sur du passwordless par ce qu'on appelle Okta FastPass. L'application va s'ouvrir. Je vais simplement valider sur l'application mon identité. Et en l'occurrence, voilà, je vois derrière que j'ai été accepté tout de suite au niveau de l'authentification. Bien sûr, je vais rester connecté. Et donc, je vais accéder à mon Office. On voit l'URL, voilà, j'accède en direct, il n'y a pas de problème. Potentiellement, je vais avoir besoin de plusieurs choses. Donc là, j'ai vraiment besoin de consulter un fichier dans mon OneDrive. Donc, je vais aller chercher ce fichier. Voilà, il est en l'occurrence sur du cloud. Je vais y accéder par OneDrive, ce sera plus simple. Et là, effectivement, dans mes documents Teams, j'ai un répertoire Genesis dans lequel j'ai des documents très confidentiels sur des nouveaux moteurs que je suis en train de développer à l'intérieur de mon entreprise. Et donc, je vais essayer d'accéder à ce document, par exemple. Donc là, document très très confidentiel. On va voir d'ailleurs que quand on l'ouvre, on nous indique que le document est chiffré. Donc, le document est chiffré sur le cloud. Hein, donc, les clés de chiffrement sont stockées chez Forcepoint One, le document est chiffré sur le cloud. Et là, en temps réel, enfin, vous avez vu, ça a pris quelques secondes. L'agent Forcepoint One sur le poste déchiffre le document à la volée pour vous le rendre lisible, puisque l'utilisatrice, elle, est autorisée à consulter ce document. Elle veut le télécharger sur son poste. Alors ça, c'est quelque chose qui est contrôlable. Là, en l'occurrence, comme le poste est un poste corporate, on autorise le téléchargement et le téléchargement de la pièce non chiffrée. Donc là, en l'occurrence, elle a téléchargé le fichier qui se retrouve bien sur son poste et qui n'est pas chiffré. Elle peut l'ouvrir, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc là, premier exemple, utiliser la messagerie également. Premier exemple, on voit qu'il n'y a pas que le flux est contrôlé, que le flux passe effectivement par l'agent local et applique un certain nombre de règles. Donc là, le chiffrement, déchiffrement à la volée. Et tout ça contrôlé en fait par l'agent Forcepoint. Si on prend si je prends mon deuxième cas d'usage, et que ce coup-ci je vais prendre mon utilisateur qui lui est en vacances, donc en l'occurrence je vais accéder depuis mon poste étant un poste en vacances, qui arrive d'une adresse IP qui n'est pas connue, et qui n'est pas un poste enregistré au niveau de l'entreprise, je devrais avoir un comportement différent. Donc là, de la même manière, si j'essaie d'accéder en fait à mon accès Office 365, donc là on va me demander de la même manière de me connecter, donc je vais donner donc là, le même domaine, sauf que c'est un utilisateur différent. Donc là, je vais également être redirigé en fait, vers mon authentification, donc vers Okta, qui va me demander donc là, mon mot de passe. Donc là, je n'ai pas d'agent FastPass, puisque je suis un post corporate, je n'ai pas de client installé. Et même si j'avais le client installé, le poste ne serait pas connu comme un poste corporate, et donc je ne pourrais pas utiliser la fonction de passwordless. Donc la première chose qu'on va me demander, évidemment, c'est mon mot de passe, que je vais rentrer. Et ensuite, on me demande l'authentification second facteur. Donc là, j'ai mon second facteur d'authentification. Et comme je vous le disais, je peux utiliser plusieurs choses différentes. Donc là, l'Okta Verify, mon application qui est installée sur mon terminal mobile, mais ou une clé de sécurité biométrique. Enfin, une clé de sécurité, en l'occurrence pas biométrique, mais si je la sélectionne, on va me demander simplement d'activer ma clé, ce que je viens de faire à l'instant. Donc, ça va me permettre de me connecter. Donc là, mes deux facteurs ont été utilisés. Et donc, j'ai bien une authentification qui a été plus challenging que pour une utilisatrice qui était dans des conditions plus propices. Et donc là, voilà, je me retrouve aussi sur mon environnement. Donc, je rappelle, hein, l'utilisateur est dans le même groupe, il a les mêmes droits, il a les mêmes accès, on a établi les mêmes politiques. Et cet utilisateur-là, il va vouloir avoir accès aux mêmes documents. Donc là, en l'occurrence, je vais également aller chercher mon document au même endroit. Hein, tant qu'à faire, on va essayer d'aller chercher exactement au même endroit. Voilà, ici, hop. Moteur. Et donc là, je vais essayer d'ouvrir ce document. Voilà. Donc là, on voit que j'ai pas accès au document et on voit que le message est différent tout à l'heure. Tout à l'heure, on me disait qu'il était chiffré et le déchiffrement se faisait en arrière-plan. Ici, j'ai pas de message me disant que c'est chiffré, j'ai simplement un message me disant que j'ai pas accès en fait à ce document. Pourquoi ? Parce que il y a des problématiques de confidentialité dans mon contexte et donc je peux pas accéder à ce document. Donc là, je peux essayer, si je veux, je peux essayer de le télécharger. Alors, je peux le télécharger ici, mais c'est pas forcément l'endroit idéal, mais je peux le télécharger là et je vais voir que
ça ne va pas être beaucoup mieux. Évidemment, ici, si je l'ouvre, j'ai la même chose, j'ai un fichier qui est vide en réalité, et j'ai pas ma pièce jointe. D'accord. Alors, on peut regarder, hein, j'ai accès à d'autres types d'applications. Je vais les ouvrir parce que je vais en avoir besoin dans mon exemple. Mais typiquement sur mon Teams. Alors Teams, c'est un peu long à ouvrir hein, dans le navigateur. Ça va prendre un peu de temps, je suis désolé, j'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. Voilà, ça va arriver. En tout cas, mon Outlook est ouvert. Voilà, donc mon Teams est là. Et peut-être que je peux contacter ma collègue. Je sais que ma collègue est au bureau. J'ai besoin de consulter ce document. On ne sait pas trop pourquoi, mais j'ai besoin d'accéder à ce document pendant que je suis en vacances. Et donc là, je vais simplement lui dire hello. Voilà. Pourrais-tu m'envoyer le document sur le drive. Donc, je vais simplement lui demander si elle peut envoyer le document. Et mon utilisatrice, donc je vais rouvrir le poste corporate de mon utilisatrice qui est ici, elle voit effectivement les messages qui sont arrivés au niveau de son Teams. Et là, en l'occurrence, ce qu'elle voit, c'est que ce nouveau message n'est pas complet. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a offusqué certains types de mots-clés. Donc là, c'est évidemment complètement paramétrable et ça sera à vous d'établir le type de données que vous ne voulez pas que transite sur les conversations Teams, mais disons que là, en l'occurrence, on est en capacité, en fait, pour des mots-clés très sensibles, de les filtrer, de les voir passer, de les filtrer, notamment dans ces conversations Teams. Alors, mon utilisatrice, elle a compris. Hein. Elle a compris de quoi on parlait. Mon autre utilisateur lui a passé un coup de fil en disant oh, j'arrive pas, je comprends pas, etc. Je vais te demander par un autre canal qui n'est pas du tout un canal d'entreprise. Et donc, mon utilisatrice se dit bon, ok, j'ai compris que tu as besoin du document, je vais essayer de te l'envoyer. Je sais que tu ne peux pas le télécharger, donc en l'occurrence, je vais essayer de te l'envoyer par mail. Je ouvre mon navigateur, hop, je prends mon mail, je crée ce mail, hop. Voilà, je vais envoyer à John. Le document, je vais hop, le joindre, téléchargement, voilà. Je vais ajouter ce document ici. Une fois qu'il va être chargé, je vais l'envoyer. Voilà, je n'ai même pas mis de texte, peu importe. Effectivement, si je vais regarder mon utilisateur ici dans son navigateur, je vais voir qu'effectivement, il vient de recevoir son document, en l'occurrence. Et donc là, si je l'ouvre, normalement, exactement, voilà. Normalement, j'ai la même problématique, c'est-à-dire que le document, là encore une fois, est bloqué. Donc, ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'on n'a pas bloqué le document dans la boîte. Ce qu'on a bloqué, c'est le téléchargement à travers Outlook du document dans la boîte de l'utilisateur. Donc, si mon utilisateur demain se remet dans un contexte où on considère qu'il va avoir le droit d'accéder à ce document, il pourra avoir accès, en ouvrant son mail, il aura bien le document dans l'email. Donc, on est tout à fait dans le contexte, dans un accès qui est contextualisé, qui va tenir compte du contexte. Okay. Petit point d'attention, alors j'aurais dû en parler tout à l'heure, mais si vous regardez en fait sur mon accès Office 365, ici vous voyez bien que l'URL de mes différentes applications est bien reverse proxifiée, parce que j'arrive pas directement en fait sur le domaine Microsoft. Je passe par un domaine qui est office.bitglass.net. Alors Bitglass, c'est l'ancien nom hein, du produit Forcepoint One. Et donc je transite bien par les infrastructures de Forcepoint pour effectuer le filtrage. Voilà, donc je vous propose de conclure en fait cette démo. Donc ici, l'idée de la présentation, c'était de montrer comment sécuriser Microsoft 365 en essayant d'avoir une approche Zero Trust. Et donc, on a vu que l'usage de ces deux produits, Forcepoint One et Okta, nous a amené des choses, chacun dans leur contexte, sur la notion d'accès. Donc, Forcepoint One sur la gestion en fait, des types d'accès, avec des accès depuis des plateformes corporate, en fait, avec notamment de l'agent et donc du forward proxy. L'accès à ces mêmes applications en passant par des terminaux BYOD, en utilisant donc la notion de reverse proxy et même effectivement toute la notion d'accès sur les données au repos, en tout cas de contrôle sur les données au repos, pardon, avec toute la partie CASB en mode API.
du point de vue Okta, sur la notion d'accès, on a effectivement toute la partie consolidation des identités, donc ça c'est quand même un point qui est important, la gestion fine et unifiée des droits, et puis toutes les briques, en tout cas toutes les fonctions de facilité pour l'utilisateur qui est amené par le single sign-on. Sur les aspects sécurité, Forcepoint One nous a amené les différentes vérifications de sécurité qui sont faites en fait au niveau des flux, donc toute la partie DLP, toute la partie contrôle sur la donnée, qui est quand même un point très important, toute la partie anti-malware qu'on n'a pas vu dans l'exemple là, mais qui est apportée par le produit, et puis des choses intéressantes également en termes de reconnaissance du device et puis d'analyse comportementale. De la même manière, sur les aspects sécurité côté Okta, évidemment, la partie MFA et la partie MFA contextualisée est quand même un très gros apport. Et puis, on a aussi des notions là de gestion du device, en tout cas de posture de sécurité du device, d'évaluation de la posture et puis d'analyse comportementale. Si on voulait aller plus loin, en fait, donc là, on a une picture assez complète en fait de la sécurisation d'Office 365. Si on avait voulu, ces produits en fait peuvent apporter beaucoup plus, peuvent aller bien au-delà en fait du contexte dans lequel on les a mis. Typiquement sur Forcepoint One, il y a d'autres perspectives possibles, notamment sur tout ce qui est Secure Web Gateway et tout ce qui est protection des flux web de manière très large. À partir du moment où l'agent est installé sur poste, on peut aller beaucoup plus loin en termes de filtrage. Toute la partie ZTNA, donc accès aux données de l'entreprise de manière sécurisée, aux applications d'entreprise de manière sécurisée, et puis l'ouverture vers le SD-WAN, une picture SASI plus globale que simplement le SSA. Et puis côté Okta, d'autres perspectives qui sont liées évidemment, donc, comme on l'a évoqué au début de l'atelier, sur la partie gestion du cycle de vie de l'utilisateur, donc toute le circuit, toute la gestion de l'utilisateur, de ses droits, de ses autorisations et des modifications qu'il va pouvoir avoir en fonction de sa vie dans l'entreprise. Toute la partie gouvernance, et puis on a effleuré du doigt aussi toute la notion de passwordless, qui est quelque chose qui est de plus en plus demandé aujourd'hui pour faciliter la vie des utilisateurs. Donc voilà, j'espère que cette démo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je serai ravi de vous répondre. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.